Je suis presque mort à l'hôpital et ma femme s'en fichait. Je ne suis pas ta nounou, débrouille-toi tout seul, voilà ce qu'elle m'a dit. Je suis resté silencieux. Dès que j'ai eu mon congé de l'hôpital, j'ai fait mes valises et je suis parti. Elle a ri, pensant qu'elle avait gagné. 2 ans plus tard, elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages, me suppliant de lui donner une nouvelle chance. Il y a 2 ans, j'avais du mal à sortir du lit sans ressentir de la douleur. Elle passait ses journées sur son téléphone, à me dire que j'exagérais. Aujourd'hui, si elle me recherche sans arrêt, ce n'est pas par inquiétude. C'est par désespoir. Je me souviens très précisément du moment où j'ai compris que mon mariage était terminé. Ce n'était pas au milieu d'une dispute, ni après avoir découvert une tromperie. C'était à 2h47 du matin, dans une chambre d'hôpital, alors que ma femme faisait défiler TikTok tandis que je luttais pour respirer. Mais revenons un peu en arrière. 3 semaines plus tôt, j'avais commencé à me sentir bizarre. Rien de grave au début, juste de la fatigue, un peu de douleur, quelque chose qu'on met facilement sur le compte du stress ou d'une mauvaise nuit de sommeil. Ma femme, Harper, avec qui j'étais marié depuis 6 ans, m'avait dit que j'exagérais lorsque j'ai évoqué l'idée de consulter un médecin. Tu es toujours comme ça quand tu stresses à cause du boulot, avait-elle répondu, sans lever les yeux de son téléphone. J'ai essayé d'ignorer. C'est ce qu'on fait, non? Puis la fièvre est arrivée. Pas celle qui te donne envie de t'enfouir sous les couvertures avec une soupe et un film. Non. Celle qui fait de tes articulations des morceaux de verre brisés. Celle qui te réveille à 3 heures du matin, en sueur, à te demander si c'est comme ça qu'on meurt. Et la réponse de Harper? Prends un Tylenol et arrête de me réveiller. La nuit où tout a basculé, je me suis réveillé incapable de bouger correctement le côté droit de mon corps. La chambre tournait, mon cœur battait si vite que je sentais mes pulsations jusque dans mes dents. J'ai essayé d'appeler Harper, mais ma voix est sortie faible. Elle a simplement gémi, s'est tournée de l'autre côté et m'a lancé cette phrase qui allait résonner dans ma tête pendant des mois. Je ne suis pas ta nounou, débrouille-toi tout seul. Je suis resté immobile, pendant ce qui m'a semblé des heures, sûrement quelques minutes. J'essayais d'attraper mon téléphone avec des mains qui ne semblaient plus m'appartenir. J'ai fini par réussir à appeler ma sœur, Alexandra. Elle habitait à 45 minutes de route, mais elle est arrivée en vain. Après ça, tout est flou. Je me souviens de son visage quand elle m'a vu, de la façon dont elle a gardé une voix calme pour dire à Harper que nous allions à l'hôpital. Et la réponse de Harper? Tu encourages ce besoin d'attention. Mais bon, vas-y. Les urgences furent un chaos. Des médecins parlant de choc septique et d'insuffisance d'organes. Ma fièvre montait à 40 degrés, ma tension chutait. Ils ont découvert une infection généralisée. Je me souviens du regard du médecin quand je lui ai expliqué depuis combien de temps je me sentais mal. Et du regard qu'il a jeté à Harper, occupé à faire défiler Instagram. J'ai été hospitalisé immédiatement. Alexandra est restée jusqu'à ce que le personnel la renvoie chez elle, promettant de revenir le lendemain. Harper? Elle s'est agacée quand une infirmière a suggéré qu'elle reste dormir à mes côtés. J'ai une réunion tôt demain, avait-elle dit. Il est rentre de bonnes mains ici. Les jours suivants furent un brouillard d'antibiotiques, d'examens et de fièvre. Alexandra venait chaque jour après le travail, apportant mon ordinateur, des vêtements, parlant au médecin. Harper, elle, est venue 2 fois. La première, elle est restée 15 minutes et s'est plainte du prix du parking. La deuxième, elle a apporté un café glacé et a passé une demi-heure à me raconter le drame de l'anniversaire d'une amie que j'avais manqué. Mais le moment qui m'a vraiment brisé? Ce n'était pas le café glacé. Ni la plainte à propos du parking. C'était quand je lui ai demandé de m'aider à attraper un verre d'eau. L'infection m'avait vidé. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais même plus tenir le verre. Elle m'a regardé, a levé les yeux au ciel et a dit. Je ne suis pas ta nounou, débrouille-toi tout seul. Exactement les mêmes mots que cette nuit-là. Le même ton d'agacement. Je n'ai rien dit. Quelques minutes plus tard, une infirmière est entrée. Elle m'a aidé à boire, a pris ma température, a arrangé mes oreillers. Tout ça pendant que Harper regardait TikTok, le son à fond. C'est là que j'ai compris. 6 ans de mariage, et ma femme avait moins de compassion pour moi qu'une étrangère payée pour faire son travail. La révélation n'a pas été comme un coup de poing. Mon cœur ne s'est pas brisé en 1000 morceaux.
C'était silencieux, comme l'infection qui avait failli me tuer. Je suis resté 10 jours à l'hôpital. Alexandra m'apportait des livres, restait avec moi pendant les traitements, m'aidait à réapprendre à marcher. Mes collègues m'envoyaient des messages et des cartes. Même la serveuse de la cafétéria montrait plus de sollicitude que ma propre femme, me donnant toujours un dessert en plus parce qu'elle avait remarqué que j'aimais ça. Harper? Elle est encore venue 2 fois. Une pour m'annoncer qu'elle avait annulé nos vacances, puisque de toute façon tu ne peux pas y aller. L'autre pour se plaindre d'avoir à gérer la maison toute seule. Jamais elle n'a demandé au médecin des nouvelles. Jamais elle ne s'est inquiétée de savoir quels soins je devrais avoir en rentrant. Le jour de ma sortie, Harper n'est même pas venue me chercher. Elle m'a envoyé un message, elle était occupée, et m'a demandé si Alexandra pouvait s'en charger. Et bien sûr, Alexandra s'en est chargée. Comme toujours. Sur le chemin du retour, ma sœur me regardait dans le rétroviseur, prête à dire quelque chose mais se retenant. Moi, je passais le trajet à planifier ma fuite. On dit qu'une expérience de mort imminente change une personne. Qu'elle te pousse à réévaluer ta vie. Dans mon cas, elle m'a montré la vérité de mon mariage en haute définition. Chaque commentaire méprisant. Chaque roulement d'yeux. Chaque « tu exagères ». Tout est revenu comme un album géant des signes que j'avais ignorés. Je n'ai rien dit à Harper ce soir-là. Ni le lendemain. J'ai simplement observé pendant qu'elle continuait sa vie comme si rien n'était arrivé. Comme si son mari n'avait pas failli mourir d'une infection alors qu'elle passait son temps sur les réseaux sociaux. Elle riait à son téléphone, faisait des plans avec ses amis, se plaignait du travail. Les affaires comme d'habitude. Moi aussi, j'ai commencé à faire mes propres plans. En silence. Du genre de ceux qui changent tout. Mais ça, c'est une autre histoire. En la regardant maintenant, parlant avec enthousiasme au téléphone de ses projets pour le week-end, tandis que j'avais encore du mal à ouvrir une simple bouteille d'eau avec mes mains tremblantes, j'ai réalisé. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle pensait probablement avoir gagné. M'avoir remis à ma place. M'avoir appris à ne pas l'ennuyer avec mon « besoin ». Elle était sur le point d'apprendre le contraire. Mise à jour 1. Tout d'abord, merci à tous pour le soutien écrasant sur mon dernier post. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne viral à ce point. Lire vos commentaires m'a aidé à ne pas me sentir fou d'avoir pris ma décision, surtout pendant ces 2 dernières semaines. Oui, 2 semaines, c'est le temps qu'il m'a fallu pour partir après ma sortie de l'hôpital. Certains diront que c'était trop rapide, d'autres que j'aurais dû partir immédiatement. La vérité, c'est que j'avais besoin de ces 2 semaines pour tout organiser correctement. Le lendemain de mon retour à la maison, Harper a préparé le petit déjeuner. Pas pour moi. Elle s'est fait une tartine à l'avocat pour elle-même et l'a filmée pour Instagram. J'étais assis au comptoir de la cuisine, encore faible et tremblant, à la regarder régler la lumière pour sa photo. Elle m'a jeté un regard et m'a dit « Tu devrais manger quelque chose. Il y a du pain dans le congélateur. » C'est à ce moment-là que j'ai envoyé un message à Alexandra, « J'ai besoin de ton aide pour partir. » Les 2 semaines suivantes furent un véritable cours intensif de planification silencieuse. Alexandra m'a mis en contact avec un ami qui avait un appartement disponible. Rien de luxueux, mais il y avait un ascenseur important, car je me remettais encore et le bail pouvait être signé au mois. Pendant que Harper travaillait, Alexandra m'aidait à déplacer petit à petit mes affaires essentielles. Juste assez pour que Harper ne remarque rien, mais assez pour que je n'ai pas besoin de revenir chercher l'indispensable. Le plus difficile n'était pas de déplacer mes affaires, mais de maintenir une apparence de normalité à la maison. Harper n'a presque rien remarqué, trop occupé à planifier un voyage avec ses amis pour le mois suivant. « Tu vas t'en sortir tout seul, hein ?» a-t-elle demandé sans lever les yeux de son ordinateur. Je veux dire, tu t'es bien débrouillé à l'hôpital. J'ai simplement hoché la tête et ajouté, annuler la carte de crédit commune, à ma liste mentale. Les moments qui m'ont le plus marqué n'étaient pas les grands événements, mais les détails. Comme retrouver mes papiers de sortie d'hôpital froissés dans la poubelle alors que j'en avais besoin pour l'assurance. Comme le soupir dramatique de Harper quand je lui ai demandé d'aller chercher mon médicament, « Tu ne peux pas demander une livraison ? Je ne suis pas ton infirmière. » Ou encore quand elle a dit à ses amis au téléphone que j'exagérais parce que j'avais eu besoin de me reposer après avoir essayé de faire une lessive. Alexandra a été mon roc. Elle m'a aidé à mettre en place les paiements automatiques pour le nouvel appartement,
a acheté les produits de première nécessité et même rempli mon frigo. Quand j'ai essayé de la remercier, elle m'a juste serré dans ses bras et dit « J'aurais dû voir les signes plus tôt. Pardonne-moi. » Le jour de mon départ, j'ai attendu que Harper parte au travail. Comme j'avais déjà déplacé presque tout, il ne restait plus qu'un dernier pas. J'ai laissé mes clés sur le comptoir, avec une lettre expliquant que je partais. Pas de drame, pas d'accusation, juste des faits. J'ai aussi laissé mes dossiers médicaux, preuve de la gravité de ce que j'avais traversé. Peut-être qu'elle les lirait, peut-être pas. J'ai désactivé le partage de localisation, bloqué ses comptes sur les réseaux sociaux et changé de numéro. À midi, Alexandra m'a aidé à finaliser le déménagement. Le soir même, j'étais assis sur mon nouveau canapé, mangeant un plat à emporter, quand les messages ont commencé à arriver sur le téléphone d'Alexandra. Très drôle. Il reviendra dans une semaine, quand il verra qu'il ne peut pas vivre seul. Dis-lui qu'il est ridicule. Il ne peut pas juste partir parce que je n'ai pas joué les nounous à l'hôpital. Et enfin. Il regrettera cette petite crise. J'ai déjà dit à tout le monde qu'il est instable depuis son expérience de mort imminente. Alexandra m'a montré les messages, mais n'a pas insisté pour que je réponde. Elle m'a plutôt aidé à dresser une liste de ce qu'il manquait encore dans l'appartement. Nous étions en train de comparer des rideaux de douche en ligne quand l'email de Harper est arrivé. Tu nous fais honte à tous les deux. Tout le monde sait que tu fais ça pour attirer l'attention, comme toujours. Tu te souviens quand tu as dû aller à l'hôpital à 3 heures du matin. Rentre à la maison et on oublie tout ça. Je te laisse même choisir le film sur Netflix ce soir. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, je suis allé à ma première séance de thérapie. Le thérapeute m'a écouté, puis m'a dit quelque chose qui m'a frappé fort. Tu sais la différence entre être seul et se sentir seul? Se sentir seul, c'est ce que tu as vécu dans cette chambre d'hôpital, avec ta femme à tes côtés. Être seul, c'est ce que tu es maintenant. Et déjà, c'est mieux. Voilà 2 semaines que je suis parti. Mon nouvel appartement est petit, mais paisible. Le couple âgé de l'appartement voisin m'a apporté une soupe maison en apprenant que je me remettais d'une maladie. Ce simple geste de gentillesse de la part d'étrangers m'a fait pleurer plus que le fait de quitter mon mariage. La guérison est plus lente que je ne l'aurais souhaité, mais chaque jour je deviens plus fort. Je peux accomplir les tâches de base sans m'épuiser. Mon appétit revient. Hier, j'ai réussi à cuisiner un vrai repas, juste des pâtes, mais c'était une victoire. Ce qui m'a le plus surpris? Le soulagement. Je pensais ressentir de la peur, de la tristesse ou de la colère. Mais en réalité, j'ai eu l'impression de respirer enfin. Fini de marcher sur des œufs. Fini de me préparer à des remarques sarcastiques. Fini de me sentir comme un poids inutile. Les tentatives de Harper pour entrer en contact sont devenues plus agressives. Elle a appelé ma sœur à plusieurs reprises, alternant entre larmes et menaces. Elle a dit à nos amis que je faisais une dépression. Elle a même posté une story vague sur Instagram parlant de « soutenir son partenaire dans des moments difficiles de santé mentale ». Mais voici la vérité. Chaque message manipulateur, chaque tentative de me faire passer pour instable, chaque commentaire sur mon hospitalisation ne fait que confirmer que j'ai pris la bonne décision. La femme que j'ai épousée, celle dont je pensais qu'elle serait à mes côtés dans la santé comme dans la maladie, m'a montré exactement qui elle était au moment où j'avais le plus besoin d'elle. J'ai rendez-vous avec un avocat la semaine prochaine. Alexandra m'aide à rassembler tous mes dossiers médicaux et documents. J'ai gardé les messages où Harper admet avoir ignoré mes symptômes et refusé de m'aider pendant l'urgence. Je ne cherche pas une longue bataille judiciaire. Je veux seulement tourner la page, officiellement. Ce matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tu reviendras. Tu reviens toujours quand tu as besoin de quelque chose. Qui d'autre supporterait ton drame? J'ai bloqué le numéro et je me suis préparé mon petit déjeuner. Mes mains ne tremblent plus quand je tiens ma tasse. Mise à jour 2. C'est fou tout ce qui peut changer en un an. La semaine dernière, j'étais au supermarché en train de prendre un café quand j'ai entendu un rire familier. Ce rire qui autrefois me mettait immédiatement sur la défensive, à chercher des excuses, à me préparer aux critiques. Cette fois-ci, j'ai simplement pris mon café et je suis parti. Harper ne m'a même pas vu. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages pour demander des nouvelles, surtout après l'effondrement récent de mon ex-femme sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu ces publications. Non,
Je n'y ai pas répondu. Mais je pense qu'il est temps de donner une mise à jour, ne serait-ce que parce que la situation a pris un tournant inattendu. Le divorce a été finalisé il y a 6 mois. Harper n'a pas contesté. Elle était trop occupée à entretenir son image de femme dévouée qui faisait face à un mari, instable. Le jour où nous avons signé les papiers, elle a publié une longue légende sur Instagram parlant des « aimer quelqu'un malgré ses démons », accompagnée d'un selfie en noir et blanc d'elle fixant pensivement la fenêtre. Je l'ai laissé garder cette version de l'histoire. C'était plus simple que de me battre contre, et honnêtement, ceux qui avaient besoin de connaître la vérité la connaissaient déjà. Ma guérison a pris plus de temps que je ne l'imaginais. La septicémie a laissé quelques séquelles, fatigue, douleurs articulaires, perte de mémoire occasionnelle. Mais vous savez ce qui change quand personne n'est là pour vous répéter sans cesse que vous exagérez? Vous commencez réellement à écouter votre corps. J'ai suivi de la kiné, j'ai rejoint un groupe de soutien pour survivants de septicémie et, petit à petit, j'ai retrouvé mes forces. C'est là que j'ai rencontré Naomi. Elle sortait du bâtiment alors que j'y entrais, a fait tomber sa gourde et nous nous sommes penchés en même temps pour la ramasser. J'ai appris qu'elle venait pour un groupe de deuil, son mari était décédé d'une infection fulgurante 2 ans auparavant. Nous avons commencé à prendre des cafés après les séances, juste pour discuter de la guérison, de la vie, des absurdités que les gens disent quand vous survivez à la mort. Je ne cherchais rien de romantique, elle non plus. Peut-être que c'est pour ça que c'était si facile de parler avec elle. Elle comprenait la frustration d'avoir une maladie invisible, la façon dont les autres s'attendent à ce que vous tourniez la page. Nous sommes d'abord devenus amis, échangeant des articles sur le syndrome post-septicémie et nous recommandant des livres sur la reconstruction. Pendant ce temps, la « vie parfaite » de Harper a commencé à s'effriter. Un à un, ses amis ont commencé à me contacter. Son récit sur mon prétendu effondrement mental ne collait pas aux dossiers médicaux qu'Alexandra avait conservés, ni aux messages que Harper m'envoyait, ni aux images des caméras de l'hôpital la montrant en train de faire défiler TikTok alors que j'étais en état critique. Le mois dernier, elle a perdu son cercle d'amis le plus proche lorsqu'ils ont découvert qu'elle avait menti en prétendant s'être occupée de moi après mon hospitalisation. Le coup de grâce? Elle affirmait avoir pris un congé pour veiller sur moi, alors qu'en réalité elle passait le week-end dans un spa avec son nouveau copain. Le copain en question n'a pas fait long feu après avoir vu ses anciens messages où elle me traitait de « dramatique », parce que j'avais 40 degrés de fièvre. Il est même venu me voir pour savoir si tout cela était vrai. Je lui ai simplement transféré mes dossiers médicaux et lui ai souhaité bonne chance. C'est alors que les appels ont commencé. D'abord de sa mère, puis de sa sœur, puis de Harper elle-même. J'avais changé de numéro depuis longtemps, donc tous les appels arrivaient chez Alexandra. Et soudain, le discours est passé de « il est instable » à « il doit parler à Harper, elle souffre beaucoup ». La réponse d'Alexandra? Owen souffrait aussi quand il mourait à l'hôpital. Harper ne s'en est pas soucié à ce moment-là. La semaine dernière, j'ai été promu au travail. Mon nouveau poste est moins exigeant physiquement, mais plus gratifiant. Mon équipe a apporté des cupcakes pour fêter ça. Naomi m'a surpris avec un dîner dans mon restaurant préféré. Ce n'était pas censé être un rendez-vous. Enfin, pas au début. Mais assis en face d'elle, à la regarder rire en racontant son fiasco en essayant de faire une soupe la veille, quelque chose a changé. Hier, Harper s'est présentée à mon bureau. Elle avait maigri, son maquillage impeccable légèrement coulé. La sécurité l'a arrêtée à la réception, mais je l'ai aperçue à travers les portes vitrées. Elle tenait de vieilles photos de nous, typiques d'Harper, toujours prête avec ses accessoires pour sa mise en scène. Je suis sorti par la porte arrière et j'ai envoyé un message à ma thérapeute. C'est normal de ne rien ressentir? Elle a répondu, c'est souvent plus sain que de ressentir trop. Et elle avait raison. Il y a un an, voir Harper m'aurait bouleversé. Aujourd'hui, je craignais seulement d'être en retard pour mon café avec Naomi. La réunion du groupe de soutien aujourd'hui était différente. Naomi et moi nous sommes échangés un regard quand un autre survivant a raconté que son partenaire ne croyait pas à ses symptômes. Après la séance, elle m'a pris la main et m'a demandé. « Tu veux dîner plutôt que prendre un café ?» J'ai dit oui. En sortant, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Harper encore, elle avait réussi à obtenir mon nouveau numéro. « Je sais que tu essaies de me punir, mais ça va trop loin. J'ai changé. Je suis différente maintenant. Juste un café, s'il te plaît. »
Naomi a vu le message par-dessus mon épaule. Elle n'a pas reculé, n'a pas semblé mal à l'aise. Au contraire, elle a serré ma main et a dit. Parfois, les gens ne changent pas. Ils deviennent juste meilleurs pour jouer un rôle. J'ai bloqué le numéro et nous sommes allés dîner. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé de choses qui n'avaient rien à voir avec la maladie, la guérison ou la trahison. Nous avons parlé de livres, de voyages et de notre passion commune pour les documentaires. Elle a éclaté de rire à une blague à moi puis a rougi de honte. Je l'ai trouvée adorable. Pendant que j'écris ces lignes, je vois encore des messages arriver, d'amis de Harper, de sa famille, de numéros inconnus. Tous disent la même chose, elle regrette. Elle a changé. Elle a besoin de te parler. Mais ce chapitre-là est terminé. Mon téléphone a vibré encore. Cette fois, c'était Naomi qui m'envoyait le lien d'un documentaire qu'elle pensait que j'aimerais. Je crois que je suis prêt à commencer le prochain chapitre. Mise à jour finale. Je n'avais pas prévu d'écrire une autre mise à jour, mais après ce qui s'est passé lors de l'événement caritatif d'hier, je vous dois la véritable histoire de comment tout s'est enfin terminé. Et oui, c'est fini, mais pas du tout comme Harper l'espérait. 2 ans après avoir quitté mon mariage, je me suis retrouvé debout dans une salle de réception, à regarder le monde soigneusement construit de mon ex-femme s'effondrer en temps réel. Le meilleur ? Je n'ai eu qu'à dire la vérité. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Le mois dernier, Naomi et moi nous sommes fiancés. Rien d'extravagant. Nous étions en train de préparer le dîner à la maison, elle me parlait de son nouveau projet de documentaire, et simplement, ça avait du sens. Pas d'annonce sur Instagram, pas de séance photo professionnelle. Juste nous deux et notre bonheur. Nous l'avons dit seulement à nos proches. D'une façon ou d'une autre, Harper l'a découvert. Et les messages ont recommencé. Tu ne peux pas être sérieux. Elle n'est qu'un pansement. Nous devons parler avant que tu ne commettes une énorme erreur. Je continuais de bloquer les numéros, mais elle trouvait toujours un moyen de me joindre. Puis est venu l'événement caritatif. Une levée de fonds annuelle pour sensibiliser à la septicémie et soutenir les survivants. Naomi et moi aidions à l'organiser via notre groupe de soutien. Harper n'était pas censée être au courant. Mais elle l'a su. Et elle est venue. Elle semblait sortie d'une couverture de magazine, vêtue du parfait costume d'ex-femme repentante, sourire triste, yeux humides, un air de souffrance soigneusement répété. Le genre de performance qui autrefois me faisait douter de moi-même. J'étais sur scène, prêt à partager mon témoignage de survivant, quand je l'ai vue dans le public. Elle essuyait déjà des larmes avec un mouchoir, prête à se présenter comme l'ex-solidaire qui m'avait soutenu pendant ma maladie. C'est là que j'ai décidé, ça suffit. J'ai raconté l'histoire. L'histoire complète. J'ai parlé de ce matin où je ne pouvais plus bouger. De mes appels à l'aide ignorés. De moi, allongé dans un lit d'hôpital, mes organes en train de lâcher, tandis que ma femme faisait défiler TikTok. Des caméras de sécurité qui avaient tout enregistré. Des messages. De la façon dont elle disait à tout le monde que je faisais une crise psychologique, quand j'ai enfin décidé de partir. La salle est restée silencieuse. Harper a arrêté d'essuyer ses fausses larmes. Son image parfaite se fissurait, et tout le monde le voyait. Puis j'ai diffusé les enregistrements audio. Oui, je les avais. Chaque remarque méprisante. Chaque réponse cruelle quand je suppliais qu'on m'aide. Alexandra m'avait conseillé d'enregistrer nos échanges après ma sortie de l'hôpital, juste au cas où, avait-elle dit. Elle avait eu raison. Harper a tenté de quitter la salle, mais ses nouvelles amies, celles-là même à qui elle avait raconté qu'elle s'était occupée de moi, lui ont bloqué le passage. Elle voulait des réponses. J'ai poursuivi ma présentation, projetant des captures de ses publications sur les réseaux sociaux affirmant qu'elle m'avait soutenu, mise côte à côte avec les images des caméras montrant qu'elle n'était venue que 2 fois en 10 jours. Ses stories parlant de « soutenir son mari malade » à côté de ses messages réels où elle me traitait de dramatique pour une fièvre à 40 degrés. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit. Mais la partie la plus importante de survivre, c'est de reconnaître ce qui a tenté de te tuer. Parfois, ce n'est pas seulement l'infection. Parfois, c'est la personne censée t'aimer, qui choisit de te regarder souffrir. Harper s'est levé, le mascara dégoulinant. Tu déformes tout. J'étais là. Je t'ai aidé. C'est alors que Naomi est intervenue.
Elle avait compilé des témoignages d'employés de l'hôpital, des archives des publications de Harper sur les réseaux sociaux pendant mes jours critiques et des déclarations d'amis sur son comportement. Tout documenté. Tout obtenu légalement. Tout accablant pour Harper. Non? Ai-je répondu calmement. Tu n'étais pas là. Mais maintenant, tout le monde sait exactement où tu étais et ce que tu faisais pendant que je luttais pour ma vie. Un murmure a parcouru la salle. Les téléphones portables se sont levés. La réputation de Harper, qu'elle avait mis 2 ans à reconstruire, s'est effondrée en quelques minutes. Elle a tenté une dernière fois. Owen, s'il te plaît, parlons-en en privé? Comme tu voulais parler quand j'étais en train de mourir? Ou quand tu racontais à tout le monde que j'étais instable? Ou quand tu as tenté de saboter ma relation avec Naomi? Son nouveau petit ami, celui dont elle se vantait sur Instagram, s'est levé et est parti. Ses amis lui ont tourné le dos. Les membres du comité, qui l'accueillaient quelques heures plus tôt à bras ouverts, évitaient maintenant son regard. J'ai terminé mon discours en annonçant un nouveau programme pour les survivants dont les partenaires les avaient abandonnés durant une maladie grave. Nous l'appelons la Handle It Yourself Foundation. Un clin d'œil d'humour noir que les survivants comprendront. Harper s'est enfui en larmes. Ses réseaux sociaux sont devenus silencieux 1 heure plus tard. Ce matin, je me suis réveillé avec des centaines de messages d'autres survivants partageant leurs histoires. Certains se sont proposés pour témoigner. D'autres veulent contribuer à la fondation. La tentative de Harper de me faire taire a eu l'effet inverse. Elle a amplifié chaque voix qu'elle voulait réduire au silence. Naomi m'a pris la main pendant que nous lisions les messages. Tu sais ce qui est mieux que la vengeance? A-t-elle dit. La vérité. Elle avait raison. Je n'ai pas eu besoin d'élaborer un plan compliqué. Il a suffi d'attendre que Harper tisse assez de mensonges pour que la vérité devienne une arme. La fondation sera lancée le mois prochain. Nous travaillons déjà avec des hôpitaux pour offrir un soutien aux patients abandonnés par leurs partenaires en pleine maladie. Chaque brochure inclura les signaux d'alerte que j'ai ignorés. Chaque groupe de soutien validera les expériences que Harper a tenté de nier. Mon expérience de mort imminente a failli me tuer. L'abandon de Harper a failli me détruire. Mais au final, ils m'ont donné quelque chose d'inattendu. Un but. Une partenaire qui comprend vraiment. Et la plateforme idéale pour que personne ne traverse ça seul. Harper voulait un spectacle. Elle en a eu un. Mais pas celui qu'elle espérait. Naomi et moi nous marierons au printemps prochain. Aucun post Instagram nécessaire. La vérité, au fond, se suffit à elle-même. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, Harper voulait un spectacle dramatique? Elle a fini par avoir une première mondiale, sauf que cette fois, personne n'a acheté de billets. Et la vedette, c'était la vérité. Dommage qu'elle ne soit jamais douée pour ce rôle-là.